Oui, oui, coupe les micros. Voilà, j'ai partagé l'écran. Dites-moi si vous le voyez, si vous m'entendez. Hmm. Oui. Oui, D'accord. Oui. Donc, j'ai des fois la voix un peu basse. Si vous sentez que le ton baisse, n'hésitez pas à me le dire. Ça te paraît bon, Richard? Voilà. Alors, pour l'entrée en matière, jeudi dernier, j'ai assisté en visio aussi en Zoom, là, à une conférence, un débat sur la transition énergétique qui était organisé par la Société d'encouragement pour l'industrie nationale. Et dans cette conférence, il y avait deux conférenciers. Un qui s'appelait Philippe Charlez, qui est ingénieur de l'école polytechnique de Mons en Belgique, et le deuxième qui est il s'appelle Alexis Gazot, et qui est diplômé de HEC. Et le premier, il a posé la question en disant « Pourra-t-on se passer du nucléaire ?» Donc, M. Charlez. Et le deuxième, M. Gazot, qui était intervenu après, qui a dit « Pourra-t-on se passer des énergies renouvelables ?» Et une petite anecdote de Philippe Charlez, à un moment donné, il a parlé de l'entropie, là, nous l'avons évoqué brièvement dans la dernière séance, l'entropie, et il a dit texto ceci: le deuxième principe de la thermodynamique est un drame pour l'humanité. C'est assez marrant. Oui, tout simplement. Oui. On va disparaître, c'est sûr. Alors, par contre, je ne vais pas passer à l'autre. Donc, il y a un Dieu. Voilà. Donc là, je fais le raccord avec la séance de la semaine dernière. une façon quand écran, ça oui. On revient sur la consommation mondiale d'énergie, donc primaire. 154 000 TWh, c'est des chiffres énormes. Aujourd'hui, on va tout parler en TWh, comme ça on ne se mélange pas les pinceaux. Et à droite, on a la consommation énergétique primaire de la France, de 1571 TWh. Alors, je n'ai pas réussi à le faire à l'échelle parce que à l'échelle du monde, la population française, le ratio, c'est environ 0,9% de la population mondiale. Et notre consommation d'énergie par rapport à la consommation mondiale, c'est de 1,7%. Donc, on a une part du gâteau, une bonne part du gâteau quand même. Troisième diapo. Donc, j'ai trouvé ce diagramme, ça s'appelle le diagramme de Sankey, je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui connaissent, et qui a l'avantage de présenter un peu tous les flux d'énergie entre l'énergie, les ressources primaires, l'énergie finale, les pertes, etc. Donc, sur la gauche du graphique, il y a les ressources primaires, les ressources d'énergie primaire. Et on voit que notre consommation d'énergie primaire en France en 2020, c'est le chiffre qu'on a vu tout à l'heure à quelque chose de près, 2557 TWh. Il est légèrement différent parce qu'il prend en compte le chiffre que vous avez en bas en jaune, là, ce qui est le solde exportateur d'énergie en énergie française. Et puis également, il faut retrancher ce qui part à l'international. Dans les statistiques, ce qui part à l'international, c'est-à-dire ce qui est transporté dans les routes internationales, maritimes et aériennes. Voilà le pourquoi de la petite différence. Donc, dans cette colonne de l'énergie primaire consommée, vous voyez des petits indices. Là, il y a P, D, S, I. Alors, P, c'est production. D, c'est pour déstockage. Et I, c'est pour importation. Voilà, donc en gros, ça marche comme ça. Et sous chaque énergie, le charbon, le pétrole, le gaz naturel, la nucléaire, vous avez la consommation d'énergie primaire en térawattheure. Donc on passe dans le graphique et l'échelle des flèches, c'est proportionnel à l'énergie qui rentre. Et donc on voit l'énergie qui rentre en pétrolière, les pétrolières, l'énergie gazière, la production nucléaire. Et en haut, on a les pertes. Et dans ce graphique des pertes, on s'aperçoit que l'énergie nucléaire, c'est énorme par rapport au reste, par rapport au pétrole et tout. C'est un peu dû au fait que la méthode de calcul de l'énergie primaire et de l'énergie finale, c'est que c'est comptabilisé en chaleur. Donc la chaleur de l'énergie nucléaire, il y en a les 2/3 qui se perdent après la transformation en électricité dans les refroidisseurs.
Et à droite, on a les consommations finales. Donc, les pertes totales, vous voyez que c'est 937 TWh par rapport aux 2657 de départ. Et l'énergie finale, c'est environ 5600 TWh. Et par catégorie d'énergie, quoi. Entre le charbon, les produits pétroliers raffinés, le gaz, etc. Là, vous avez deux chiffres. Vous avez un chiffre global. Par exemple, pour le charbon, vous avez 12 TWh, là, et vous avez 10 plus 2. Alors, le chiffre qui est entre parenthèses, ça concerne des usages qui sont dits non énergétiques de l'énergie en question, de l'arrivée de l'énergie consommée, de l'énergie finale. Non énergétique, c'est tout ce qui est cosmétique, matière plastique, bitume, graisse, lubrifiant, etc. Tout ce qui sert à fabriquer ces produits-là. Là-dedans, qu'est-ce qu'on peut trouver aussi? On a les centrales calogènes. Les centrales calogènes, c'est celles qui produisent à la fois de l'électricité et de la chaleur. Et les centrales électriques de cogénération. Donc, halogène, pardon, c'est un réacteur nucléaire utilisé comme source de chaleur. Donc, en général, c'est celle qui part du charbon, là, dans la flèche. Et les centrales électriques de cogénération, c'est celles qui font à la fois de l'énergie électrique et de l'énergie mécanique. Voilà, si on passe à la diapo suivante. Alors là, j'ai remis un peu en tableau ce qu'on a vu tout à l'heure. C'était pour retrouver l'échelle d'énergie primaire et donc consommer la consommation d'énergie primaire. On voit qu'en France, c'est le nucléaire qui est prépondérant. On a le deuxième parc nucléaire au monde, après les États-Unis, et le total de notre énergie nucléaire, c'est 40% du total de l'énergie consommée. Ensuite, on trouve le pétrole, qui arrive en deuxième position avec 29% de l'énergie primaire consommée. Et puis, en troisième position, le gaz naturel, avec 15%. Les autres sources, donc on a les énergies. Il y a les pompes à chaleur maintenant qui sont comptabilisées dans le bilan mondial de notre consommation en France, la consommation française, pardon. Et les pompes à chaleur, ça commence à rapporter 33 TWh. Que dire autour là-dessus? Le biogaz et les biogaz, c'est les gaz qui sont fabriqués à partir des déchets, pas des déchets, mais des origines végétales, quoi. Et puis la biomasse solide, c'est ce qui concerne tous les. En gros, c'est le bois, c'est la consommation du bois. Là, on passe à un graphique de consommation énergétique par secteur, donc en France. Ça ressemble grosso modo à ce qu'on a vu pour la répartition en population mondiale. Donc, la plus grosse part, c'est le transport, comme de la population mondiale. Les véhicules particuliers, véhicules qu'on appelle légers, c'est-à-dire les véhicules des artisans, quoi, et les poids lourds. En gros, il y a 65% de véhicules légers, une quinzaine de pourcents pour les véhicules professionnels, les petits véhicules professionnels, et le reste pour les poids lourds. Les chiffres de l'industrie, donc vous avez sur le tableau les chiffres en térawattheure, et on reprend les pourcentages ici. Alors, j'ai fait un petit calcul à la louche, c'est-à-dire, je me suis posé la question, combien d'éoliennes solaires faudrait-il pour remplacer toute la consommation transport routier? Alors, il y a tout là-dedans, j'ai trouvé 422 TWh, il y a tout, il y a les poids lourds et les voitures. Enfin, les voitures, les poids lourds, je ne sais pas, ils ne sont peut-être pas prêts de rouler avec des batteries encore. Et ce petit calcul avec des densités surfaciques, pas de densité surfacique, ça m'amène à dire qu'il faudrait à peu près, ça correspond à peu près à 78% de la capacité maximale de notre parc nucléaire d'aujourd'hui. Alors, c'est un peu à la louche parce que, effectivement, le rendement mais Andruzy nous en parlera, je pense, dans son exposé, le rendement des moteurs électriques, il est plus favorable que le moteur thermique. Voilà, c'est pour avoir un petit ordre de grandeur, quoi, quand même. Mais il n'y a pas le transport maritime, là? Non. En général, les transports maritimes, c'est compté dans l'international, c'est pas compté dans les transports nationaux. Sauf il y a peut-être une partie du transport maritime entre la France et les territoires, la Guadeloupe, etc.,
les territoires d'outre-mer. Ça explique qu'il y en a une partie là. Ensuite, on a le plus important, le deuxième, c'est le secteur résidentiel. Et là, il y a à peu près moitié-moitié entre ce qu'on appelle le chauffage et le reste de l'énergie qu'on consomme, je ne sais pas moi, par exemple, là-dedans, il doit y avoir le chaud sanitaire, il y a tous les machines à laver, etc., etc. Et c'est pour ça que depuis quelque temps, on fait un effort sur tout ce qui est isolation du parc résidentiel, l'histoire du 1 euro là, pour isoler son appartement ou sa maison, qui est subventionné par l'Europe et par la France. Mais c'est pour essayer de diminuer cette part d'énergie qui concerne le chauffage dans le secteur résidentiel, entre autres. Maintenant, il y a des subventions pour les pompes à chaleur aussi, etc. Diapo suivante. Alors ça, on va passer au nucléaire, qui est la partie la plus importante de notre fourniture d'énergie, de notre parc nucléaire. C'est l'évolution de la consommation électrique en France entre 1973 et 2019. Donc, on voit que jusqu'aux années 2020, c'est la mise en place de notre parc nucléaire qui monte en puissance. Donc, en gros, ça fait entre 25 ans pour mettre en place les capacités nucléaires dont on dispose pratiquement encore aujourd'hui. Et puis ensuite, la consommation électrique, elle est à peu près stable depuis plusieurs années déjà, depuis 2010 environ. Suivante, c'est la production électrique par filière. Donc, on reprend un peu les chiffres. Dans ce graphique, on voit que le nucléaire, c'est énorme par rapport au reste. L'hydraulique, qui est l'énergie fantastique du point de vue pilotage, l'hydraulique, on appuie sur un bouton et puis ça débite pratiquement tout de suite, quoi. Mais on essaye de l'économiser un peu parce que il ne faut pas vider les bassins non plus, surtout, je ne sais pas, moi en ce moment, je trouve qu'il ne pleut pas beaucoup dans nos bassins hydrauliques. Et puis deuxièmement, les capacités, elles sont quasiment à leur maximum. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de sites qui sont aménageables encore en France pour récupérer de l'énergie hydraulique. Il y a le STEP qui ne rentre pas tout à fait là-dedans parce que ça fait partie du stockage, mais qui consiste à utiliser l'énergie potentielle hydraulique quand on a besoin de courant, et puis à le remonter à le récupérer dans un bassin inférieur, et à le remonter dans un bassin supérieur quand on a moins besoin de courant électrique. Alors là, j'ai fait un petit... Comme tout à l'heure, je vais vous parler de ce qu'on appelle la densité surfacique de production. C'est-à-dire, il y a des chiffres, j'ai récupéré des chiffres qui représentent la consommation en kilowatts par mètre, la puissance installée en kilowatts par mètre carré. Donc, pour le nucléaire, on est à peu près à 2 kilowatts au mètre carré. Pour le gaz, 3 kilowatts au mètre carré. Les mètres carrés, c'est la surface occupée par le site de production. Pour l'hydraulique, on est à 0,1. Pour l'éolien, on est à 0,1. Et pour le solaire, à 0,13 kW par mètre carré. Alors, le remplacement de 100% d'énergie électrique par 100% d'énergie éolienne, on estime que la surface nécessaire pour produire 100 TWh d'énergie éolienne, c'est environ 6000 km². Donc, pour les 335 TWh d'aujourd'hui dont on aurait besoin d'énergie nucléaire à remplacer, il faudrait environ 20 100 km² pour installer en éolien uniquement. Je parle de l'éolien terrestre parce que les rendements de l'éolien maritime sont un peu supérieurs. Et ça représente à peu près presque 4% de la surface de la France, plus la surface nécessaire qui serait prise par le stockage de l'énergie, puisque si on transforme tout en éolien, il faut prévoir des moyens de stockage énormes pour pallier à l'intermittence et de l'éolien et du solaire. Donc, ça donne un peu une idée du problème de surface qu'on aura avec le 100% énergie renouvelable. Ça, je suppose qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent. Ces deux graphiques que je vais vous montrer, c'est pris sur le site du réseau de transport de l'électricité et qui donnent quasiment en instantané
la production d'énergie en fonction des différentes sources. Donc là, j'ai pris l'exemple, c'était le mardi 25 janvier. Là, pour information, c'est un jour où il faisait froid. Et la situation météo, c'était plutôt anticyclonique. Donc, on voit que notre consommation nucléaire, elle est pratiquement, elle est à 49 000, pratiquement à 49 000 mégawatts de puissance. Et c'est la puissance, c'est à peu près la puissance maximum qu'on arrive à tirer aujourd'hui en fonction des centrales nucléaires qui sont en service. La deuxième chose qu'on remarque, c'est qu'à ce moment-là, l'éolien ne donne pas grand-chose et le soleil n'est pas encore levé, donc le solaire, il n'y a rien. Et ça, c'est compensé par l'hydraulique. On voit que l'hydraulique donne pas mal à ce moment-là, 16 MW presque pratiquement 17 MW de puissance, alors que l'éolien, il fait tout à fait à peine 700 MW. Et le solaire, il fait zéro, puisqu'il n'est pas. Et donc, ça le compense par le fioul, là, par les centrales à fioul, par des importations d'électricité. Donc là, on a importé pratiquement 6 MW de puissance à cet instant-là. Ouais. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Les bioénergies aussi qui sont marginales. Donc ça, c'est le pic d'énergie maximum. C'est le matin, en général, vers 9 h, quand tout le monde se réveille et prend la route. Et la deuxième diapo, c'est pris à 13 h, parce que là, c'est à peu près l'heure où l'éolien, le solaire donne le maximum, il donne 6 MWh là, pour une puissance installée qui est de l'ordre de 12 MW. Alors oui, pour revenir aux puissances installées, donc le solaire, c'est 12 MW installés. L'éolien, c'est aux environs de 19 000 MW installés. Et le nucléaire, c'est 66 ou 67 000 MW. Et ça y est dans le petit graphique qui est sur le côté, là, qu'on ne voit pas. Et ça va nous amener à une étude qui vient de sortir au mois d'octobre dernier. C'est une étude qui a été faite par le réseau de transport d'électricité et qui essaye de se projeter en 2050 pour savoir quels seront nos besoins en énergie et comment on pourra les produire. Donc, pourquoi? La question, c'est de diminuer déjà la dépendance énergétique de la France par rapport au reste. Et là, on pense surtout au pétrole et au gaz aussi, qui vient de l'extérieur. Et c'est d'autant plus sensible aujourd'hui avec le prix de l'énergie. Il bouge souvent, mais c'est encore plus sensible aujourd'hui où on entend parler pratiquement tous les jours du prix de l'énergie qui augmente. Et puis la deuxième motivation de cette étude, c'est la neutralité carbone en 2050. Bon, alors ça plaira à certains, ça ne plaira pas à d'autres. C'est les deux objectifs de l'étude. Et l'étude, elle est basée sur plusieurs hypothèses. Et la première, elle est là, dans ce graphique-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à peu près à 1600 TWh d'énergie consommée. Et en 2050, il prévoit qu'on soit à 900 TWh, c'est-à-dire pratiquement 40% d'économie d'énergie. Alors, les économies d'énergie, on en avait un peu, c'est le chauffage, c'est dans le transport, etc., etc. Et on voit dans le graphique du dessous, c'est pareil, on passe donc là, on a tout ce qui est en fonction, c'est le pétrole, là, et c'est pratiquement le pétrole qui arrive à zéro dans les années 2050, avec une production électrique qui est en augmentation, et qui est en augmentation pour arriver à satisfaire tous les besoins. Donc, en fonction de ces contraintes, ils ont défini 6 scénarios qu'on va voir tout à l'heure. Alors, comment atteindre les 40% d'énergie là? Donc, c'est l'efficacité énergétique déjà. Donc, moi, je crois qu'il y a beaucoup de travail encore pour les ingénieurs pendant longtemps. Hein. Augmenter la production d'énergie et les options. Change de truc là. Les options d'énergie, c'est un système renouvelable plus nucléaire ou 100% renouvelable à terme. Donc, on va voir les options tout à l'heure. Et les défis, les défis, il y en a plusieurs. C'est la rénovation thermique des bâtiments, l'amélioration de l'efficacité énergétique des appareils électriques, l'électrification des procédés industriels, parce qu'il y a encore beaucoup d'industriels qui travaillent avec des énergies fossiles, pétrole et gaz, l'efficacité des moyens de pilotage du système, parce que introduire des énergies renouvelables qui soient intermittentes, il faut des tampons
pour les jours où il n'y a pas de soleil, où il n'y a pas de vent. Donc, ces moyens, c'est le STEPS dont on parlera tout à l'heure, les batteries, et il y a beaucoup d'espoir dans la production de projets qui vont vers l'hydrogène. L'hydrogène, aujourd'hui, ça coûterait cher à fabriquer à partir de l'électrolyse, mais il y a beaucoup d'études qui sont en cours justement parce que une des solutions des scénarios qui arrivent derrière, ça va être l'hydrogène, les batteries et l'hydrogène. Et puis aussi, un dernier défi, c'est le redimensionnement du réseau électrique pour absorber la puissance supplémentaire. Et puis, je pense qu'il y a des projets de, je ne sais pas comment dire, mais de décentralisation, c'est-à-dire de répartir un peu les pôles de distribution d'énergie de façon différente. Donc, on va passer tout de suite à la diapo qui vient derrière. Donc, on va voir ces 6 scénarios. Là, c'est les 3 premiers. Le premier, il part avec 100% d'énergie renouvelable. Dans le deuxième, on voit qu'il y a, alors dans les colonnes, vous avez ici l'énergie solaire, l'énergie éolienne terrestre et l'éolien en mer. Dans la troisième colonne, il y a le nucléaire. Donc, dans le premier scénario, il n'y a pas de nucléaire. Par contre, à côté, ce qu'on voit, c'est les énergies, qu'on appelle les énergies flexibles. Là. Et donc, on a un stockage, on a 9 gigawatts. D'ailleurs, je trouve que ce n'est pas beaucoup, ça, comme stockage. Mais je suis passé, voilà, à chaque fois, ça bascule ma diapo quand je fais la flèche. Oui, donc c'est un stockage, vous voyez qu'on a pratiquement presque 30 gigawatts de stockage à fabriquer pour ce scénario-là. Le deuxième scénario, on introduit un peu de nucléaire. Alors, c'est 16 gigawatts, ça correspond en réalité aux centrales qui existent aujourd'hui et qui seront encore en service en 2050, en prolongeant leur durée de vie pour quasiment de 40 à 60 ans, peut-être plus. Les Américains, je crois que les Américains sont en train de faire des études pour prolonger les anciennes centrales nucléaires à 80 ans. Et le troisième, alors dans le deuxième scénario, il y a beaucoup de solaire par rapport à l'énergie éolienne. Et dans le scénario suivant, il y a un peu moins de solaire et plus d'énergie éolienne. Alors, si on fait le calcul de ah mince, à chaque fois ça revient. Si on fait le calcul de l'énergie, la puissance installée dans les différents scénarios, on s'aperçoit que cette puissance installée elle diminue au fur et à mesure des scénarios en fonction de l'arrivée du nucléaire. La puissance maximale à installer correspond au scénario numéro 1. Et puis les puissances installées diminuent doucement quand on arrive avec l'aide du nucléaire, parce que le facteur de charge n'est pas le même quand même. Et en dessous, vous avez les énergies qui sont constantes, sur lesquelles on n'a pas beaucoup de possibilités d'augmentation. Donc, il y a l'hydraulique qui donne à peu près 22 gigawatts de puissance. Et il y a l'éolien maritime, c'est les énergies maritimes, c'est l'usine de marémotrice de la Rance, en gros. Puis il y a des études en ce moment, il y a des gens qui étudient la possibilité de se servir de l'énergie des vagues pour fabriquer de l'électricité. Bon, c'est assez marginal. La fusion à terme. Oui. Donc ça, c'est pour les 3 premiers scénarios. On va passer aux 3 suivants. Donc là, des 3 suivants, on introduit de plus en plus de nucléaire. Dans le 4e, il y a toujours les 16 gigawatts de nos centrales actuelles qui sont encore en vie. Et puis, on introduit 13 gigawatts supplémentaires, ce qui correspond à peu près à 8 EPR. Donc, le PR, on espère qu'il va démarrer l'année prochaine, au-dessus de Flamanville. La caractéristique de ces nouveaux générateurs, c'est les derniers générateurs qu'on a fabriqués de la 2e génération, ils ont une puissance d'environ 14 400 gigawatts. Et les 3e génération, avec Flamanville, ça donne environ 1650 gigawatts, voire plus. Donc, 3 scénarios, avec chaque fois, on voit évoluer les énergies flexibles, c'est-à-dire le stockage et le... Alors, il y a un truc, il y a un petit astérix là, c'est véhicule to grid qu'ils appellent. Alors, je ne sais pas si véhicule to grid, c'est-à-dire que ça consiste à utiliser l'énergie qui est stockée dans les voitures électriques quand on ne s'en sert pas pour la réinjecter sur le réseau et puis la récupérer après quand on a moins besoin d'électricité. Bon, enfin,
Voilà. Et donc, on arrive là au troisième scénario. Le deuxième, donc, il y a 14 EPR. Et le troisième scénario, on en est à 14 EPR, plus que ce qu'on appelle des SMR, c'est-à-dire ces fameux petits réacteurs qui ont des puissances aux alentours de 300 mégawatts. C'est les réacteurs qu'on trouve dans notre porte-avions nucléaire, dans nos sous-marins nucléaires. Je ne sais pas, je crois que le porte-avions Charles de Gaulle, il doit avoir aux alentours de 300 mégawatts en puissance, et les sous-marins nucléaires, ça doit tourner autour d'une centaine de mégawatts. Voilà pour ces différents scénarios. Et il y a une étude, la dernière étude qui est faite, voilà, c'est celle-là. Ça, moi, je ne suis pas économiste, mais ils ont calculé les coûts des différents scénarios. Et le choix va se faire entre les deux scénarios. M23, c'était le dernier où on commençait à introduire un peu de nucléaire. Et puis le scénario N2, là, c'est le scénario où on introduit les 14 réacteurs EPR. Voilà où on en est aujourd'hui de cette étude qui va... Les décisions sont à prendre. Il faut se décider maintenant. Comment dire, Macron a débloqué 1 milliard pour le nucléaire, mais on va être loin on est loin des chiffres là, parce que vous voyez que déjà pour le N2, c'est environ 60 milliards d'investissements qu'il faut trouver sur une trentaine d'années. Donc ça, il faut trouver des investisseurs. Alors, il faut les rassurer, les investisseurs, parce que ce qui s'est passé avec l'éolien et ce qui énerve beaucoup de gens, c'est que c'est énormément subventionné. Mais c'est comme toute énergie, toute énergie, il faut donner, si on veut donner confiance aux investisseurs, il faut leur garantir que les réacteurs nucléaires, investir dans un réacteur nucléaire aujourd'hui, ça ne va pas être cassé dans 5 ans parce qu'on aura changé de gouvernement, qu'on sera passé avec un gouvernement qui est contre le nucléaire. Donc le problème, ça va être ça, de trouver des financements pour le tout nucléaire. Alors bon, dans ces scénarios, dans cette étude, alors c'est RTE, donc c'est les électriciens, ils se rendent compte que 100% d'énergie renouvelable, ce n'est pas possible, et il faut trouver un mix qui soit compatible avec nos besoins. Alors, ce n'est pas un scénario de décroissance, ça, c'est un scénario qui a pris en compte aussi une croissance légère du PIB, autour de 1%, je crois. Voilà, pour finir, j'en ai fini avec mon exposé, là, sur tous ces chiffres. Et donc, la problématique, elle n'est pas simple quand on... parce qu'il y a le social à prendre en compte. Aujourd'hui, on sait que l'éolien terrestre, par exemple, ça gêne tellement de monde que ça devient de plus en plus difficile d'installer des éoliennes sur Terre. Donc, ce qui semble prendre le dessus, c'est les éoliennes en mer. Les éoliennes en mer, le terrestre, ça a un facteur de charge d'environ 25%, et les éoliennes en mer, actuellement, sont à 40%. Mais ça prend autant de surface, c'est pareil. Et puis, c'est la deuxième problématique quand on fait l'éolien en mer, c'est le transport. Donc, au départ, les premières éoliennes, elles n'étaient pas trop loin des côtes, on les ancrait au fond. Et puis maintenant, on fait de l'éolien flottant, donc qui est beaucoup plus loin des côtes. Et il faut installer tout un réseau pour ramener l'électricité sur le sol français. Donc, les décisions, je ne sais pas comment on va les prendre, mais le tout nucléaire, a priori, pour des raisons politiques, ça sera pas ça, à mon avis, moi. Donc, ça sera vraiment le mélange entre les deux, avec un gros tampon nucléaire pour amortir les variations d'énergie. Voilà, c'est à vous pour le débat. Une question. Dans les scénarios que tu as exposés là, je n'ai pas entendu parler de consommation prévue. On parle de consommation, enfin, de la production d'énergie, mais est-ce qu'on a fait des études sur la consommation qu'il y aura dans 20-30 ans? Je pense aux voitures électriques
s'il bascule sur l'électricité, ça va quand même bousculer un petit peu la consommation d'électricité. Est-ce que c'est intégré ou pas? Oui, c'est basé sur un scénario de consommation de 650 TWh par an. Oui, mais on l'obtient comment? Eh bien, là, on a installé, on a On est installé, mais on obtient. Comment on sait que ce sera le besoin? Ah oui, non, mais ça, c'est une hypothèse. Après, il y a. Ah ben oui, mais l'hypothèse, attends. Elle est encadrée par deux autres hypothèses. Une C'est hypothèse ma question. une hypothèse basse qui est autour de 550 TWh, mais a priori, ça serait trop d'économies à faire. Et une hypothèse haute qui est aux alentours de 750 TWh. Et c'est vrai que tu as vu le graphique d'investissement, c'est pareil. C'est pas un chiffre béton. Il y a des incertitudes, c'est sûr. 2050. Oui, je vois tellement d'incertitudes que ça me fout la frousse, quoi. Richard, Comme l'entropie. Richard, as-tu entendu parler dans les années 70-75, un groupe d'ingénieurs, il y avait quelques gazards de chez Leroy-Somer, Angoulême, qui avaient changé de paradigme et ils évoquaient la microproduction, les petites chutes de montagne. Ils étaient partis d'une étude dans le cirque de Gavarnie, donc des chutes avec des microcentrales, tout ça quelque part additionné comme les éoliennes ou le solaire pouvaient faire des productions importantes, et depuis on n'en a plus reparlé. Est-ce que ça te rappelle quelque chose, cette affaire-là? Oui, parce que moi j'ai connu ça. D'ailleurs, j'ai un oncle, enfin un oncle à ma femme. Il habitait dans l'Essonne, au bord d'une petite rivière, là, et lui, il avait une centrale à lui, ils avaient fait un petit siphon, et il arrivait à se produire son électricité. Et je sais que dans le Gard, ici à côté, pas loin d'ici, il y a des gens qui ont un projet de faire une petite installation électrique pour récupérer de l'énergie avec le Gardon. Et effectivement, moi, je pense aussi que, parce que là, on donne beaucoup d'influence au solaire maintenant par rapport à l'éolien, parce que le solaire, on sait que pour les deux énergies, on va avoir un problème de surface pour l'implanter. Et le solaire, on peut en implanter pas mal déjà sur l'existant. Oui. Et le solaire, c'est pour ça que je dis que ça va être un peu mité, parce que ça va être de plus en plus des petites productions personnelles, quoi, si vous voulez. Mais par contre, si tout le monde est au solaire, le jour où il n'y a pas une période où il n'y a pas de soleil, il faut quand même fournir de l'électricité quelque part en secours. Oui, alors que les cascades, je vois dans les Pyrénées ou les Alpes, ont un débit assez constant sur les 12 mois d'hiver. Alors, il y a aujourd'hui, je ne sais pas si c'est propre à la France, mais dans la conférence qu'on a eue l'autre jour, là, il y a le gars d'HEC qui disait la contestation n'est pas la même chez nous et en Allemagne, par exemple. Et quand tu parles d'un projet sur une cascade, comme tu dis là, moi je suis sûr que tu vas avoir une levée de boucliers d'écologistes qui vont dire qu'on salit le paysage. Alors, comme dit Jancovici, il dit de toute façon, il n'y a pas d'énergie propre, parce qu'à partir du moment où on se sert de l'énergie, le monde change. Alors, c'est vrai qu'on est, comme les steppes, c'est pareil, l'hydraulique aujourd'hui, on ne pourra plus installer de bassin hydraulique. Socialement, c'est invivable, quoi, je pense. Mais non, parce que je vois, les barrages, ils sont obligés de faire des contre-tunnels pour que les saumons puissent se remonter. Donc, tu perds en énergie, tu perds en rentabilité. Comme tu dis, il n'y a pas d'énergie propre. Et j'aime bien cette boutade de ce grand penseur, oui, c'est vrai. Là, là. Quand j'étais en Savoie, en Maurienne, on avait dans le groupe où je travaillais 3 microcentrales. Ah oui, oui. Alors c'était des centrales qui dataient du début du XXe siècle, qui prenaient un bassin versant chacune d'environ 7 à 8 km² et qui nous produisaient une quantité d'énergie que j'ai complètement oubliée. Enfin, c'était, il me semble, dans les 1800 kWh au maximum.
ça faisait des tuyauteries qui faisaient à peu près 70 cm à 80 cm de diamètre. Bon, et à ce moment-là, comme ça datait du début du XXe siècle et qu'on était dans les années 95-97, on est arrivé au bout de l'autorisation d'exploiter. Et donc, on a renouvelé il a fallu renouveler ces autorisations d'exploiter. Pour quelle Et là, raison? sont Tu te arrivés souviens de de la nouveaux- raison? Pardon? Pour quelle raison? Mais parce que je crois que l'autorisation d'exploiter avait été donnée au début du XXe siècle, dans les années 1901, 2 ou 3, Oui. et avait été donné, je crois qu'elles avaient été données pour 90 ans. Donc, on arrivait à terme et légalement, il fallait les renouveler. Ah, il y a amphithéotique, ça. Là, sont posés de nouveaux problèmes du genre, dans la première autorisation d'exploiter, on avait droit de laisser dans le ruisseau, pour les poissons, oui. un peu du débit instantané. Et puis, quand on a renouvelé, ils nous ont imposé 10% du débit moyen. Ça voulait dire qu'en hiver, quand déjà ça débite pas beaucoup parce qu'il y a de la neige et qu'il fait froid, ben on avait zéro à utiliser, quoi. Et qu'après, au printemps, au moment où il y avait la fonte des neiges, ben là, on n'utilisait pas tout et tout ce qu'on pouvait est loin de là. Ouais, donc, les microcentrales, moi, je crois qu'on n'a pas beaucoup d'espoir de ce côté-là. Enfin, ça te rappelle quelque chose quand même. Là. Microcentrale. Oui, Il oui. ne faut pas oublier qu'à Cayenne, on avait une microcentrale. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Ça mériterait un petit historique. Hein, parce que je Ah ouais, me on y souviens faisait les très bien que pendant gages après. pendant les traditions, on remontait la cascade. N'est-ce pas? Il est là, notre ancien. Ouais. Dans la situation actuelle pour le nucléaire, j'ai l'impression qu'on ne pourra pas obtenir d'aide de l'Europe pour le nucléaire parce que j'ai l'impression que la majeure partie des pays européens sont contre le nucléaire. La France est peut-être un peu toute seule là-dedans. Ce n'est pas la majeure partie, c'est les Allemands et puis notre pays, qui c'est la Finlande, non, je m'appelle, ou l'Autriche, je ne sais plus. Mais ce n'est pas la majeure partie des pays européens. C'est en discussion en ce moment, je ne sais pas. Est-ce que tu as comme toutes les Est-ce que tu as regardé les possibilités d'ITER dans un avenir plus ou moins proche? Mais ITER, c'est au minimum pour la fin du siècle, pas avant. C'est pas avant. Une démonstration en Moi, je 2050. pensais les années 80, mais voilà. Non, le démonstrateur, il va être prêt dans les années 50-60. Voilà. Et tu vois un peu pour après. Moi, tiens, je vais vous l'envoyer Et d'ailleurs. c'est un espoir quand même. Oui, tout à fait, bien sûr. Et ça, personne n'en tient compte. C'est l'idéal, si ça marche. C'est l'idéal parce que avec 3 fois rien, avec un petit gramme, tu fais de l'énergie pour. Pas de déchets. C'est un tel chantier déjà au niveau du réacteur de Tesla que ça va être balèze pour installer le reste, quoi. Mais c'est tout à fait. Mais c'est pas pour tout. Pas avant la fin du siècle, à mon avis, moi, c'est là-dessus. Et quel est l'avenir? On ne va pas s'encombrer d'éolien si à la fin du siècle tout change. Quel est l'avenir des surgénérateurs? Alors ça, moi je suis pas, comment dire, je suis pas un spécialiste du nucléaire, mais ça serait bien qu'il y en ait un qui reprenne l'évolution du nucléaire. Par exemple, pourquoi au départ on a pris la fission plutôt que le sel de thorium? Pourquoi là on en était à la 2e génération de réacteurs nucléaires qui brûlaient de l'uranium enrichi. La 3e génération, donc le PR de Flamanville, le gros avantage, c'est qu'il peut consommer les déchets du premier réacteur. Et il y avait un projet qui était en route, qui s'appelait le projet Astrid, qui a été arrêté par Macron au début de son septennat. La 4e génération de nucléaire, là, il y avait presque plus de déchets nucléaires à longue vie au bout. C'est de l'économie scandaleux. circulaire. Donc la 3e génération, déjà par rapport à la 2e, elle est vachement économe parce qu'on peut reconsommer du plutonium et de l'uranium
enrichi l'uranium qui a été appauvri dans ces réacteurs-là. Et à 100%. C'est la voie que semble choisir le Japon dans ces nouvelles centrales, avec Bill Gates comme pilote. C'est la technique que nous avons fermée, donc qui repartirait au Japon. La 4e génération. Les Russes aussi. Exactement. Et les EPR, les EPR 3e génération, il y en a 3 qui tournent en ce moment, vous le savez, hein. 2 en Chine et un en Finlande. Et ils ont déjà donné plus que la capacité qui était prévue en puissance. Mais le gros avantage, c'est qu'on peut reconsommer de l'uranium appauvri et du plutonium, quoi. C'est beaucoup moins de déchets. Parce que le problème du nucléaire aujourd'hui, tout le monde, dans l'inconscient collectif, c'est quand même la bombe nucléaire, quoi. C'est pour ça que c'est difficile à avancer dans le nucléaire. Il n'y a que les spécialistes qui savent que c'est... Qui c'était? Jancovici dit, en France, il n'y a pas eu un mort à cause du nucléaire. Il y a eu 2 accidents nucléaires, un aux États-Unis il y a déjà pas mal d'années, et puis les Russes avec Tchernobyl. Et Fukushima, c'est une conséquence d'autre chose, d'un phénomène climatique. Et donc, le nucléaire, ça ne tue pas plus que la route, quoi. Voilà. En gros, le raisonnement, c'est ça. Et Tchernobyl, ce n'est pas entièrement lié à la technologie nucléaire, c'est lié aussi à l'environnement. Oui, c'est ce qu'il a dit. La vodka? Oui. Ils avaient mis de la vodka dans le ciment. Il y a du gay qui est là, il peut le dire aussi. Quand on revenait du Japon, on traversait la Sibérie de nuit, là. Et on était en contact avec les contrôleurs russes. Et c'est vrai que des fois, on sentait dans leur voix qu'ils étaient déjà un peu chargés en alcool de patate, quoi. Dans la confiance. Mais est-ce que c'est raisonnable de discuter de l'avenir de l'énergie en France en la dissociant du problème mondial? Parce que si on développe même dans les meilleures conditions notre énergie en France, qu'est-ce qui va se passer sur le plan de la planète avec les réductions de gaz carbonique et des effets de serre, etc., eu égard à la production mondiale? Si le monde ne suit pas, qu'est-ce que la France va pouvoir faire? Le problème des fossiles, c'est parce que là, le scénario qu'on a regardé, il prévoit qu'il n'y a plus de pétrole en 2050. Bon, moi, je pense qu'il y en aura encore, mais parce que c'est une énergie qui est peu chère et puis qui est pratique. Donc, je pense qu'il y en aura encore, on ne sera pas à ce niveau-là. Mais le problème, c'est des énergies qui vont disparaître aussi. C'est pour ça qu'il faut penser à autre chose, quelque part. Et puis après, tu dis, mais par exemple, les investissements qui seront nécessaires dans le nucléaire et dans l'éolien, il faut rassurer les investisseurs qui vont se mettre là-dedans. C'est ce que je disais tout à l'heure. S'ils ne sont pas sûrs du futur, ils ne vont pas investir là-dedans. Mais au niveau mondial, tu sais, il y a beaucoup de démarches qui sont comme la nôtre. Hein. La Chine, ils nous ont, comme disait Serge Delaunay, ils nous ont acheté 2 réacteurs, 2 EPR. C'est pour pouvoir les étudier et puis en faire eux-mêmes, bien sûr. Ouais. Et puis, dans tous les pays, ils sont en train de se remettre, enfin, dans beaucoup de pays, ils sont en train de se remettre au nucléaire. Alors, c'est intéressant de regarder après comment ça va se passer en Allemagne, où ils ont décidé de faire que des énergies renouvelables, solaires et éoliennes. À terme, on va voir comment ça va se passer. Alors, est-ce que... Non, ça ne tient pas de l'eau. Hein? Voilà. Est-ce que c'est nous qui allons fournir, qui allons faire le tampon quand ils auront besoin d'énergie, ou est-ce qu'ils vont passer en surcapacité par rapport aux besoins? Je ne sais pas. Non, mais les Allemands vont consommer du gaz russe et de la lignite. Oui. Il n'y a pas de surcapacité possible avec le solaire. Le solaire, il s'arrête complètement. La nuit, tu peux faire de la surcapacité, ça ne produira pas plus la nuit. Je ne comprends pas, moi, le raisonnement.
Je ne comprends pas. Parce que on est en coopération sur l'Europe, c'est-à-dire que les électriciens… Oui, d'accord. Mais alors, c'est tout à fait autre chose. Il faut tirer des câbles, je ne sais pas quoi faire. Là. Enfin, je ne suis pas sûr que les Norvégiens se mettent dans le solaire. Hein. Mais les Norvégiens, ils ont du pétrole. Ils ont du pétrole. Mais attends, parce que… Et nous, on a des idées, quoi, comme d'habitude. Ils n'utilisent pas trop chez eux, le pétrole. Ils le vendent et avec ça, ils s'équipent en éolienne. En éolienne, ils font beaucoup d'éoliennes. Ils ont beaucoup d'hydraulique aussi. Ils ont beaucoup d'hydraulique. Ils sont surabondants. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire de sûr où on en est du stockage de l'énergie que pas regarder, je crois, stocker sur une nuit, mais stocker sur plusieurs jours. Alors aujourd'hui, les développements qu'il y a en batterie, il y a 2 gros trucs qui existent aujourd'hui. Il y en a un, c'est Tesla qui a fait une grosse batterie, mais elle peut stocker que 125 gigawattheures, je crois. Et il y en a une deuxième qui elle stocke pratiquement… Si, tu peux. Hein. Il n'y a pas de problème. Je suis dans le noir. Ça va assurer, la plus grosse, là, qui est à 900 gigawattheures, qui est à 900 gigawattheures, elle va assurer, je ne sais pas moi, 8 heures de tampon par rapport à une consommation légère. Il y a ça, mais je pense que ce que cherchent les gens actuellement en stockage, c'est l'hydrogène quand même. Même si ça coûte cher et c'est compliqué à stocker. L'hydrogène, parce que c'est plus facilement… Regarde l'écran. Et puis le coût qui est énorme aujourd'hui, si on en a besoin, quoi. On fera avec. Tout à l'heure, Richard parlait du social. Quel que soit le scénario, il y a des flopées de métiers qui vont disparaître liés au pétrole. Tout ce qui est plastique, tout ce qui est même moteur thermique. Et je crois qu'il y a un plan d'éducation qui doit accompagner ce genre d'évolution. Je ne crois pas. Alors aussi, si on regarde les chiffres des investissements qui vont vers les énergies renouvelables, aujourd'hui, ou le nucléaire même, je suppose qu'il y a beaucoup de capitaux qui viennent des pays qui ont du pétrole aujourd'hui, qui réinvestissent là-dedans. Oui, au niveau des prévisions de consommation jusqu'à 50, on a l'impression que c'est quand même sous-estimé, puisque les besoins… On va faire de gros progrès d'économie, mais les besoins vont augmenter de manière très importante. Oui, c'est le deal un peu. Oui, c'est le deal. On se rappelle la présentation de Laurent Verdier sur Microsoft qui nous montrait ces immenses surfaces d'ordinateurs consommatrices d'énergie fabuleuse. Ça chauffe, il faut les refroidir. Hein. Oui, c'est ça, il faut les refroidir. Oui. Ils ont de plus en plus, ils se mettent des batteries aussi. Ils partent du solaire et puis ils font avec des batteries pour faire les tampons. Non, mais c'est pas… De toute façon, depuis quelques années, on se rend bien compte que les gens, ils prennent conscience du fait qu'on ne peut pas gaspiller comme on a gaspillé dans notre jeunesse. Enfin, pas gaspiller, mais la vie était belle. Tout arrivait, on consommait à tout va, quoi. Aujourd'hui, il faut se rendre compte que quand tu changes quelque chose, il faut le changer quand vraiment tu en as besoin, pas poursuivre la mode, par exemple. Il y a Jean Covici qui est furibard contre la 5G, là, parce qu'il dit, purée, ça va servir à quoi ça? Si ça sert à faire rouler des voitures autonomes. Et puis, comme il dit, à regarder aux jeunes, à regarder sur un petit écran qui fait 4 cm sur 7, des films en haute définition, quoi. Enfin, le rapport entre la consommation d'un Américain et d'un Européen, c'est du simple au double, je crois. Les Américains, il y avait dans le graphique de la dernière fois, il y avait la consommation par habitant. Ils sont à presque 3 fois notre consommation en France, en consommation d'énergie
par habitant. Donc, ils ont des capacités de réduction. Oui, mais ils ne sont pas partis pour. C'est ça le message à faire passer aussi, c'est que on n'est pas seul non plus. Il y a un tas comme je disais, il y a presque 10% de la planète qui n'a pas accès à l'énergie, pas du tout. Regarde en Afrique, ils n'ont presque rien. Enfin, eux, on peut leur mettre du solaire, ils ont du soleil avec des batteries. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils vont demander aussi, maintenant, tu as des fenêtres ouvertes sur le monde avec les télévisions et tout, et les gens ils se rendent bien compte que là où ça brille, c'est chez nous, et ils ont envie que chez eux, ça soit pareil, qu'ils aient autant de confort que nous avons, et donc ils vont consommer de l'énergie aussi, la population mondiale, en s'accroissant comme elle s'accroît actuellement, et ça va être de plus en plus de consommation d'énergie. C'est pour ça que les prévisions de 2050 en consommation me paraissent faibles. Ça va. Déjà, quand on prend la part de… Bon, ça va augmenter peut-être, mais quand on prend la part de l'énergie nécessaire au chauffage du résidentiel privé, c'est des trucs avec des isolations. En renforçant les isolations, on peut arriver à des chiffres déjà d'économie assez significatifs. Il y a les pompes à chaleur aussi. De plus en plus, les gens s'équipent de pompes à chaleur. C'est de l'économie d'énergie pratiquement. Je ne sais pas moi, on tape pratiquement dans le 50-60% d'économie d'énergie par rapport à un chauffage électrique qu'on avait dans les années 80. Là. Après, il y a l'efficacité. Il y a le travail des ingénieurs qui vont essayer d'améliorer l'efficacité énergétique de tout ça. Richard, tu as évoqué l'ITER fin du siècle. Tu sais qu'au cercle d'Aiglon, on ne recule devant aucune anticipation. Et on a une séance prévue énergie encore le 8 mars. Est-ce qu'on ne pourrait pas consacrer cette séance à faire un peu de science-fiction sur ce que sera l'ITER dans 70 ans, quoi. Qui peut prendre ça, si ce n'est pas toi? Du côté… Moi, je suis moins spécialiste. La Migérie est là ce soir, oui. Il y a une spécialité, c'est que j'en ai pas. On a un copain de promo qui a travaillé sur ITER et qui est à la retraite depuis 2 ans maintenant. On peut peut-être passer par lui pour avoir quelque chose. D'ailleurs, à ce sujet, sur ITER, il y a un reportage qui est sorti sur YouTube il n'y a pas longtemps. Je vous enverrai le lien si je le retrouve là, qui montre l'avancement des travaux aujourd'hui par rapport à l'exposé que nous avions fait. C'est André qui avait fait l'exposé sur ITER, non? Sur l'autotamac, Tata. Tu prends contact, Richard, avec ton copain de promo, hein? Tu m'en parles? Oui, d'accord. OK. Faire des projections sur ITER, il faut déjà quitter Ardemar, on verra après. Et ils en sont à peine au montage. Hein. Quand tu vois les pièces qui sont en train de monter, les gros aimants en forme de D, là, ça pèse je ne sais pas combien, c'est des tonnes et des tonnes, c'est incroyable, le chantier. C'est un exploit, c'est un exploit. Alors, quand il va falloir multiplier ça à l'échelle, je ne sais pas d'ailleurs, par rapport au démonstrateur, la taille que va avoir la machine finale, je ne sais pas dans quel rapport c'est ça. Je ne sais pas. Oui, Serge avait évoqué déjà cette immensité d'échelle qui nous échappe, oui, avec ITER, oui. Et en plus, dans la précision de la fabrication, c'est démoniaque. Hein, il faut que tout ça s'ajuste. Il est là, Serge, Jean-Marc? Non, il n'est pas là. Non. Il me semble qu'il avait évoqué déjà ITER. Hein. Ça rejoint un peu les informations que nous donne Richard, là, oui. Alors, on est déjà arrivé à maintenir du plasma à haute température, peut-être pas cette température-là, pas dans des réacteurs comme ITER, mais je crois qu'il y a les Anglais qui ont réussi à tenir un plasma pendant 2 ou 3 secondes. Et puis, il y a les Américains, il n'y a pas longtemps, avec des systèmes à laser mégajoule, là, qui ont réussi à comprimer un plasma et à le maintenir pendant un temps, disons, le double, quoi, je ne sais pas, 7 ou 8 secondes. C'est quelques millimètres.
Ouais, on voit, on voit le nombre de marches à franchir encore pour arriver à contenir le plasma dans ce tore-là, dans ce magma magnétique pendant des heures et des heures. C'est peut-être quand même la seule solution raisonnable qu'on puisse espérer. Si ça marche, c'est idéal. Si ça marche, c'est idéal parce qu'il n'y a pratiquement pas de déchets, rien. Non, c'est top, c'est sûr. Un complément sur les consommations d'électricité, François Andriussi a préparé là une présentation là, qui est très riche, très complète sur l'électricité et le véhicule électrique. François, tu penses que courant mars, tu pourrais nous la présenter? Oui, sans doute, oui. Oui, probablement. Il faudrait voir avec Denis là, quel est le créneau qui conviendrait. Moi, pendant quelques semaines, je vais être pris médicalement parce qu'on va me réparer les yeux. Il y a des problèmes de cataracte, mais à partir de la mi-février, je peux... Écoute, François, note le 15 mars, ça t'irait 15 mars. Ok. Je me l'étais réservé pour le champ des énergies, mais le champ c'est H-A-N-T. Après avoir vu tous les champs MP, je voulais mettre un peu de fantaisie dans l'énergie, mais ça, je peux le repousser à la veille des vacances. Donc, note le 15 mars. 15 mars, ok. Parfait. Entendu. Est-ce que je peux vous parler d'une histoire? L'histoire d'essais qu'avait fait M. Ampère dans la région de Dieulefit. Depuis Oui. Dieulefit, c'est dans la Drôme. M. Ampère avait fait des essais pour vérifier pas mal de données sur un village qui était construit en longueur, qui était celui de Dieulefit, et l'autre qui était circulaire, qui était plus loin, qui était à Valréas. Et il regardait comment on pouvait faire un bouclage correct avec des lampes, pas mal de choses. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes dans la noble assemblée qui possèdent une pompe à chaleur. J'en ai une, puisque en hiver, elle ne fonctionne pas. Pardon? En hiver, elle ne fonctionne pas bien. Si. Non, attendez. Jusqu'à 5 degrés, 3 degrés. Lorsque le roi Sommer a lancé ses premières pompes à chaleur, il n'y avait d'ailleurs pas du tout d'électronique à cette époque-là. J'étais l'un des premiers à installer une pompe à chaleur chez moi et j'ai passé un petit contrat avec eux pour leur donner des renseignements réguliers sur le fonctionnement. Je dois dire quand même que j'ai un pavillon ouvert aux 4 vents. Je consommais à peu près 4000 litres de fuel par an, et du jour où j'ai installé cette pompe qui devait faire en puissance à peu près 5 ou 6 kilowatts, j'ai divisé par ma consommation par au moins 3. Alors aujourd'hui, j'ai installé d'autres pompes et je m'aperçois effectivement qu'actuellement, avec des pompes qui ont un meilleur rendement, l'énergie, disons que l'énergie, le ratio, disons, entre l'énergie de chauffage et l'énergie consommée est de l'ordre de 8 ou à peu près ou 3. Mais l'ennui, c'est qu'il y a beaucoup d'électronique dedans. Et je viens d'en commander une qui me semble avoir des performances énormes. Alors, c'est vrai que le rendement de ces pompes à chaleur chute avec la température, en même temps que la température, mais même, il faut quand même savoir qu'il y a une vingtaine d'années, la région parisienne, qui est un pays extrêmement froid, comme vous le savez tous, eh bien, il y avait 5 ou 6 jours de gel par an.
j'étais très étonné, mais finalement, en région parisienne, dans les années, disons, 80, il n'y avait pas plus de 5 jours par an de gel. Alors, ce qui m'étonne un peu, c'est que la pompe à chaleur ne prenne pas en France tellement. Surtout qu'il n'y a pas de constructeur français sur ce créneau. Ce dont tu parles, là, c'est des pompes à chaleur. Oui, RO. RO, pardon. Parce que moi, quand j'ai construit ma maison en 2005, ma résidence principale, j'ai mis des pompes à chaleur qui prennent la chaleur dans le sol à 9 degrés et qui chauffent directement sans intermédiaire avec le fréon qui circule donc à l'extérieur dans le jardin, puis à l'intérieur dans le plancher, des pompes à chaleur. C'est le fréon qui circule sans intermédiaire. Alors, c'est des pompettes qui font, je crois, de mémoire 0,7 ou 0,8 kWh chacune. Donc, maison. Et ça marche remarquablement bien. Alors, c'était une société de la Drôme qui faisait ça, une petite société. Et puis, pour des raisons que je ne comprends pas, je crois que cette société qui avait été créée par trois compagnons, enfin par trois techniciens, a été vendue et puis elle est passée par zéro. Et j'ai entendu dire, sans avoir la certitude, que ce genre de pompe à chaleur était interdite maintenant en France. Je ne comprends pas pourquoi. Alors, ça marche remarquablement bien pour moi. C'est économique. Pour l'instant, je ne suis pas embêté par le fonctionnement, bien que j'y vive pas trop l'hiver, mais enfin, bon, je laisse le hors-gel quand même tout le temps. Et il y a 2 ou 3, je dirais, ouvriers techniciens de la société d'origine qui ont repris la maintenance. Voilà. Donc, au point de vue maintenance, je ne suis pas embêté. C'est des petits compresseurs qui viennent du Danemark. Alors, je crois que c'est les Danfoss qu'on utilisait beaucoup en chimie. Je crois qu'ils sont les leaders mondiaux de ce genre de compresseurs. Et voilà. Alors, moi, je crois que la seule raison, c'est parce que, bon, ça fait du fréon qui peut toujours partir éventuellement. Maintenant, il n'y a plus de fréon. Enfin, tous nos réfrigérateurs, c'est la même chose. Hein. Oui, allez. Le roi sommaire qui a été évoqué. Bonsoir tout le monde. Allez. Elle s'est écroulée. Non, mais personne en France qui a fait de pompe à chaleur, à ma connaissance. Je peux vous donner mon expérience. J'ai bâti ma maison en 1971. Et quand j'ai bâti ma maison, j'ai voulu avoir qu'une partie électrique comme énergie. Et j'ai contacté l'EDF avec qui j'avais des contacts puisque j'étais dans le bâtiment et sur les chantiers, et j'ai installé le système Elveco de chauffage. Alors, ce sont des radiateurs électriques à l'époque très simples, commandés par des thermostats, un dans chaque pièce, que l'on fait comme on veut. Et il y a une ventilation pour que la maison soit en légère surpression à l'intérieur. Alors, on prend de l'air à l'extérieur, on a une marmite, un ventilateur en définitive, et qui m'amenait l'air qui sortait derrière les convecteurs des pièces principales au lobby et qui repartait dans la nature par la cuisine, les endroits où se créent les mauvaises odeurs, cuisine, salle de bain et WC. En 79, donc 8 ou 9 ans après que j'ai construit ça, j'ai eu des contacts avec une entreprise qui était dans les Deux-Sèvres et qui faisait une pompe à chaleur RR, c'est-à-dire un frigo à l'envers. Alors, qu'est-ce que j'ai pu faire? Je l'ai fait monter sur mon arrivée d'air extérieur
et j'ai récupéré les sorties d'air chaud, c'est-à-dire de la cuisine, de l'élévateur. Avant d'avoir cette pompe à chaleur, je consommais à peu près 20 000 kilowatts d'électricité par an, dont 13 000, 12 à 13 000 pour le chauffage. Et quand j'ai monté cette pompe à chaleur, je ne consommais plus que 13 000 kilowatts, mais pour tout. Autrement dit, j'ai économisé à peu près 30%. Alors, cette pompe à chaleur a marché jusqu'en 2005 sans problème. Je changeais simplement les filtres et puis j'avais un technicien qui venait vérifier bon, si ça tournait bien. Et en 2005, il y a eu une petite fuite. Le problème, c'est que le liquide qui permet donc d'avoir du chaud ou du froid a été interdit parce qu'il était soi-disant cancérigène. Or, tant qu'il est enfermé dans la pompe à chaleur, on ne risque rien. Et s'il y a une petite fuite, on répare à la petite fuite. Mais il n'y a rien à faire. Et je n'ai pas pu retrouver une pompe à chaleur aussi simple que celle-là. Et l'entreprise qui les fabriquait, elle a fermé. Parce qu'on lui a interdit de continuer à générer du construire cancer. ce type de pompe. Et donc, il y a eu tout un problème là. Alors, je l'ai changé par une VMC. En définitive, c'est un peu pareil, sauf que c'est un petit peu plus compliqué et que pour faire, parce que je m'en servais quand même l'été également, hein, pour rafraîchir la maison. C'était un avantage. Que la VMC l'été, on m'a pourtant vendu ça pour que ça pouvait faire ce que j'avais avant, mais ça n'y arrive pas. Par contre, ça ne consomme pas plus et j'ai toujours une consommation de 13 000 kilowatts. D'ailleurs, je suis actuellement en train de vendre la maison puisqu'on est obligé, avec mon épouse, de partir de là parce qu'on ne peut plus y vivre. Mais j'ai le contrôle qui est obligatoire maintenant me l'a classé comme une maison parfaite, presque parfaite pour l'énergie, la consommation d'énergie à cette période-là. Et si je ramène ça au coût, ça me coûte 260 € par mois. Et moi, je ne comprends pas qu'on ait abandonné ces pompes à chaleur qui étaient très simples, qui sont très faciles à monter. On pourrait presque se les installer. Celui qui est bricoleur, il peut pratiquement se l'installer tout seul. Bon. Là, par contre, c'est des grands groupes maintenant qui vendent des pompes à chaleur qui ne sont pas comme ça. Je ne connais plus. J'ai recherché périodiquement, je regarde sur Internet, je ne retrouve pas ce type de pompe à chaleur. Trop simple. Là, oui, là, c'est bon. Je l'ai arrêté complètement là. Hein. Alors, le problème de la pompe à chaleur pour les gens qui sont encore au fioul ou à l'électricité pure, là, je pense qu'il y a le problème du coût. Hein. Même avec des subventions pour l'installation, ça représente un coût quand même pour ces gens-là. C'est pas compliqué à l'installer parce que… Moi, c'est ce qui m'a arrêté. J'ai un inconvénient, j'habite sur la Côte d'Azur et j'ai une maison qui est très bien isolée. Et on a fait un bilan et on a vu qu'il me fallait 15 ans pour que j'amortisse. Et je ne suis pas sûr d'arriver à 105 ans. Et donc, je préférais rester à l'électricité pour l'instant. C'est du pessimisme, ça. Oui. Bien, bien. Oui. J'ai aussi
une petite expérience au sujet des microcentrales. Au début des années 60, je travaillais chez Nerpic, qui fabriquait beaucoup de turbines hydrauliques, et on avait beaucoup étudié ces microcentrales. C'était des petites hélices avec un multiplicateur de vitesse qui entraînait un petit alternateur asynchrone. Il était asynchrone, donc c'est pas lui qui allait faire la régulation de fréquence. Et on pouvait le mettre en siphon au-dessus d'un barrage, d'un petit barrage. Mais c'est pas aller très loin parce que à l'époque, c'était pas jugé rentable. Je veux dire qu'à l'époque, ce qui était rentable, c'était les hautes chutes. Déjà, les centrales au fil de l'eau étaient réputées à peine rentables. C'est d'ailleurs ce qui a fait, je crois, arrêter le système, par exemple, d'extension comme les centrales de la Rance, par exemple. Et je ne sais pas aujourd'hui ce qu'il en est, mais on n'entend plus beaucoup parler de ces microcentrales. À l'époque, on y croyait quand même. Il y en a un qui s'était spécialisé là-dedans, c'était Picollier, qui avait pris la direction d'une société spécialiste des microcentrales. Et j'ai travaillé avec Picollier, on travaillait ensemble chez Nerpic. Oui, mais après, à la fin de sa carrière, si je ne me trompe pas, dans la fin des années 70, il avait pris la direction d'une société qui, si je ne me trompe, était dans la région de Vienne. Pas connu. Et qui était spécialisée dans les très petites centrales. Il faudrait qu'on contacte Picollier. François, accessoirement, il y a eu une forte pression du Conseil de la pêche, des pêcheurs, et les écolos. Parce que là, les petites centrales sur une chute, tu n'as plus un poisson. Voilà. Tu as raison. Moi, j'y avais cru. À l'époque, il y avait une bonne équipe. Tu parles de Nerpic. De l'autre côté, à Angoulême, le Roi-sur-Mer était partant également. Et il suffisait de 3 ou 4 mètres de chute. Un ruisseau dans un parc, ça t'alimentait le parc. Ouais. Au moins l'éclairage et le chauffage. Adieu les microcentrales alors, oui. Bien, ben, Richard, il n'y a plus qu'à te remercier pour ces beaux graphiques. Il faudra qu'on y revienne et passer la nuit dessus. Quand tu fais un croisement de la consommation et de la production. Oui, c'est consommation et production. Oui. J'ai bien aimé ton image également des réacteurs qui fonctionnent avec les scories, avec les déchets de l'autre. C'est de l'économie fermée, ça, oui. Bravo. J'ai retrouvé les chiffres sur les batteries qui sont actuellement en service. Là. Donc, la première, Tesla, qui a fait ça en Australie, elle peut stocker. Donc, stockage, c'est 200 mégawattheures avec une puissance de 150 mégawatts. Donc, c'est des quantités d'énergie stockée qui sont faibles, quoi. Et puis, celle de Gateway, qui est au sud de San Diego, alors là, elle est beaucoup plus grosse et elle peut stocker 1000 mégawattheures déjà. Donc, les batteries, elles ont une durée de vie de combien? Ah oui, mais ça, oui. Ça dépend de la façon dont on les charge, les batteries. Eh oui, exactement. Oui. J'ai appris l'autre jour. Alors, pour l'anecdote, une retombée à laquelle on ne s'attendait pas, les Espagnols, pour attirer les touristes, le rechargement des batteries de voitures sont gratos après le Pertus, là. Donc, on voit tout un mouvement de Catalans qui vont charger les batteries de leurs véhicules en Espagne. Alors, tu vois, on n'avait pas prévu ces imports-exports, là, oui. Comme le tabac et l'alcool. Ouais. Moi, quand je m'imagine les voitures électriques batteries, là, je m'imagine les grands départs en vacances parce que la Tesla, actuellement, la plus grosse, la plus chère, là, quand les gens font de la route, ils s'arrêtent tous les 250 km pour recharger quand même. Ouais. Et donc, les grands départs, avec tout le monde qui va s'arrêter, il faut au moins 20 minutes de charge pour les meilleurs chargeurs. Ça ne va pas être triste sous les aires de repos. Oui. Et les voitures qui roulent la nuit, l'hiver. Sans chauffage.
Richard, tu anticipes sur l'exposé de François-Henri Lucie. Oui, on va le laisser nous en parler. Oui, oui, oui. Il y a matière, là. Oui. Moi, j'habite dans le Jura, là, depuis pas mal d'années, et il y a depuis très longtemps une culture, justement, des petites centrales sur les rivières du coin, comme il y en a pas mal. Il y a beaucoup de particuliers qui en ont monté et qui revendent leur courant, quoi, à l'EDF ou avant, ils distribuaient dans leur secteur, là. Et on a même des villes, Moret, par exemple, c'est une petite ville, hein, je ne sais plus combien il y a d'habitants, mais bon, qui est complètement alimentée par une régie municipale qui, justement, utilise une microcentrale sur le haut depuis X temps. Et apparemment, hein, je dis bien, il n'y a jamais eu trop de problèmes avec les pêcheurs. Tant il y en a, mais il n'y a jamais eu de problème avec les pêcheurs. Peut-être qu'il fallait, si l'installation se faisait aujourd'hui, il n'y aurait sans doute pas la même réaction. Enfin, pour le moment, ça compte. Et puis d'autres villes, il y a Saint-Claude aussi qui fonctionne en partie comme ça. Bon. Mais il y en a pas mal. Hein. Dans le Jura, au minimum, il y a au moins 20 petites centrales comme ça qui, au fil. Mais voilà. Je vais te prévoir une bonne séance sur les microcentrales, camarade. Ah oui, mais moi, mon pauvre, je n'ai pas les éléments pour… je connais ça comme ça parce que j'en ai entendu parler. C'est intéressant parce que si vraiment il y en a 25, ça mérite une attention particulière. Ah ben, il y en a pas mal, hein, il y en a pas mal. Ouais. Il y en a beaucoup qui ont été faites à un moment donné, c'était la mode, par des particuliers qui c'est ancien, hein, c'est très ancien, oui. Ça a peut-être… je sais pas moi, une centaine d'années au moins, enfin plus même, plus que ça. Plus que ça. Et, bon, le matériel a peut-être été renouvelé, j'en sais rien, mais enfin, de toute façon, c'est un petit peu, c'était un peu à la mode dans le moment, dans le secteur. Voilà. Bon, moi, je vois très bien la presse arguant, le cercle de l'Aigle-Longue relance les microcentrales. Tu vois, toutes les retombées que nous aurions. Il n'y aurait pas assez de place dans l'écran, là. Allez, on arrête de divaguer. Bon apéritif à tous. Richard, bon vent. Tu as fait un tabac. Nous étions 35. Hein. Ah oui. Merci. Je suis en train de regarder les chiffres de l'énergie aujourd'hui. Comme il y a pas mal de vent aujourd'hui en France, il y a l'éolien qui donne pas mal quand même. Ah oui. En puissance, oui. Presque 12 mégawatts sur les 18 installés, c'est pas mal. Aujourd'hui. Au Cap Béar, on a eu des rafales à 130 aujourd'hui. J'ai dû relever toutes mes plantes du jardin. Là, ouais. Aix aussi, ça souffle. Au Cap Béar, à Port-Vendre. Et même à Paris, c'est pareil. On a relevé les jardinières. Ah oui, ça ne m'étonne pas. Ouais. Dans les Hautes-Alpes, une bonne partie des remontées mécaniques étaient fermées à cause du vent. Oui, à cause du vent, ben oui, bien sûr. Très vieux vent dans le sud. Ils vont faire des remontées de vent. Ils vont les faire remonter avec l'énergie du vent. C'est ça. Bon sens. Il y avait une chanson qui disait « C'est la faute du vent ». Ah oui. Bon, ben merci d'être venu et puis à bientôt. Bonne soirée. Merci, Richard. Bonne soirée aussi. Merci, Richard. Au revoir. Merci. Au revoir, Marc. Bonsoir.